Bonjour à tous, je m'appelle Ibrahim Assagnon, je suis étudiant en master en statistique pour l'évaluation et la prévision, en big data et en analyse de données. Je fais cette vidéo pour apporter ma contribution dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Et il y a deux motifs principaux qui me poussent à faire cette vidéo. Le premier motif va dans le cadre du silence de la communauté scientifique vis-à-vis de l'analyse de l'épidémie. Et le deuxième motif, c'est pour vous détailler, pour sortir de l'ombre du cadre conceptuel qu'on a des mathématiques trop théoriques et qu'il y a une application des mathématiques à l'épidémiologie, c'est-à-dire le traitement des épidémies. Et j'espère que je serai beaucoup trop simple et beaucoup trop fluide pour que ça soit accessible à tous. Comme je le disais tantôt, j'ai appelé ma présentation épidémie Covid-19, qu'en passent les mathématiques. Donc je vais vous présenter les modèles compartimentaux en épidémiologie. Donc pour ce faire, il est important de savoir qu'est-ce qu'un modèle. Un modèle n'est rien qu'une représentation simplifiée de la réalité. Donc comme le disait le célèbre statisticien George Box, tous les modèles sont faux mais certains sont utiles. Ça signifie quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas tout prédire à travers les mathématiques. Il y aura toujours des variables qu'on n'arrive pas à contrôler, il y a des paramètres qu'on n'arrive pas à prendre en compte. Donc des exemples de modèles, c'est par exemple une régression linéaire, pour dire par exemple tout basique dans la littérature, que lorsque nos revenus augmentent, nos consommations aussi augmentent de façon proportionnelle. Donc ça c'est un exemple de modèle très simplifié par exemple. Maintenant qu'on sait c'est quoi un modèle, qu'est-ce qu'un modèle compartimental? Un modèle compartimental intervient lorsqu'il y a une épidémie pour faire une classification de la population suivant différents critères. Donc par exemple dans le cas du Covid-19 c'est simple, on a des personnes saines, on a des personnes en quarantaine, on a des personnes qui sont infectées. Donc il y a des personnes qui sont forcément en quarantaine et qui ne sont pas encore infectées. Donc jusqu'à ce que les périodes d'incubation passent. Ces modèles ont vu leur introduction dans les années 80 avec la mise en pratique pour l'étude du sida sur le sida. Oui, mais c'est beau tout ça, mais à quoi ils servent ces modèles? Donc ces modèles sont des outils d'aide à la décision pour les pouvoirs publics. Ils permettent de prévoir par exemple le couvre-feu qu'on a prévu à Conakry, quel est son effet sur la propagation du virus, quel est l'effet d'un test de dépistage massif par exemple. Donc plus concrètement, elle permet par exemple à l'Agence nationale de la santé de prendre des décisions pour la lutte, pour freiner la propagation du virus coronavirus. Et de quoi peut dépendre l'évolution d'une épidémie? Donc l'évolution peut dépendre des stades cliniques possibles, c'est par exemple les étapes de la manifestation des symptômes. Quand on a le coronavirus, il est reconnu qu'on a une période d'incubation de 14 jours. Donc, à un moment, les symptômes ne sont pas si graves. Et en plus, ils deviennent très aigus. Et ensuite, on peut conduire même vers les personnes qui ont des pneumonies, ils ont du mal à respirer après. Donc, c'est aussi le mouvement des individus. Par exemple, dans une ville, l'ensemble des contacts entre les personnes saines et les personnes non saines contribue à la propagation du virus. Voilà pourquoi il y a les gestes barrières. Ça peut aussi dépendre de l'origine des maladies, comme on a pu le voir avec le cas d'Ebola. Ça venait des chauves-souris, des singes. Donc c'est de ça dépend l'évolution d'une épidémie. Alors comment fonctionnent ces modèles? Donc ces modèles fonctionnent suivant deux concepts. On a les compartiments d'une part et les règles d'autre part. Donc comme je vous ai dit, le compartiment c'est les différentes divisions de la population aux différentes étapes de la maladie. Donc un comportement tout simple peut être des personnes saines, des personnes infectées, mais aussi les personnes qui ont guéri de la maladie. Et les règles, c'est la proportion d'individus dans chaque compartiment et aussi comment on quitte d'un compartiment à un autre. C'est-à-dire quand une personne saine est infectée, elle quitte le compartiment sain au compartiment infecté. Et si une personne infectée est guérie de la maladie, elle quitte le compartiment infecté au compartiment sain, ainsi de suite. Donc il existe plusieurs modèles compartimentaux. Et moi, le modèle que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le modèle SIR.
Donc, ce modèle a été développé par Kermack et McKendrick en 1927. Et les initiales du modèle SIR signifient S, c'est saine, c'est des personnes saines, j'ai tout mis au féminin. I, c'est des personnes infectieuses. R, c'est des personnes rétablies. Donc, les variantes de ces modèles, le S, on l'a déjà défini, c'est des personnes saines. Le E, c'est les personnes intermédiaires. C'est par exemple, comme la maladie présente une période d'incubation de 14 jours, donc c'est comme on quitte du statut sain au statut infectieux. Donc, pendant cette phase-là, on est dans une phase intermédiaire. Donc, le I, c'est les personnes infectieuses. Le R, c'est les personnes qui sont guéries de la maladie. Et le D, quand il y a une épidémie, il y a une maladie, on peut mourir de la maladie ou guérir de la maladie. Donc, si on tient compte de l'aspect mourir, il faut ajouter D. Et la mise en quarantaine est notée par lettre Q. Donc, vous pouvez voir qu'on peut avoir des modèles SED, des modèles SEIRDQ, ainsi de suite. Mais ce modèle se base sur beaucoup d'hypothèses que je vais vous expliquer. C'est-à-dire c'est un modèle très simple. Ça explique que il n'y a que 3 étapes. Soit on est sain, soit on est infectieux, ou soit on est rétabli de la maladie. Et les personnes qui sont rétablies de la maladie ne peuvent plus être contaminées à nouveau, sont directement immunisées de la maladie. Donc ce n'est pas forcément le cas du coronavirus. Donc le coronavirus, on peut guérir et rattraper la maladie. C'est d'ailleurs qui rend l'arrêt de l'épidémie difficile. Donc, comme vous avez compris, c'est soit on est sain, soit on est infectieux, soit on est rétabli. Et quand on est rétabli de la maladie, ça veut dire qu'on quitte le compartiment R pour revenir au compartiment S. Du coup, là, on va commencer l'aspect mathématique du modèle. Donc, le modèle indique que le nombre d'individus de chaque compartiment. Donc, dans notre cas, par exemple, comme le coronavirus est principalement dans la capitale à Conakry, donc le ST, c'est le nombre d'individus sains, le nombre d'individus sains dans la capitale à tout moment. Donc ça peut être par exemple T, si on considère T en jour ici. Donc par exemple le premier jour, combien de personnes sont saines, ainsi de suite. Donc I, c'est le nombre de personnes infectieuses de la maladie. Et RT, c'est le nombre de personnes qui sont rétablies de la maladie à un instant T. Donc, pour connaître l'évolution du nombre de personnes d'un comportement à un autre, il faut déduire le nombre d'individus entre T et T plus 1. C'est-à-dire, pour savoir le nombre d'individus dans chaque comportement, le nombre d'individus qui sont sains, infectieux ou rétablis de la maladie, il faut savoir leur évolution au cours du temps parce qu'il y a des mouvements qui se font à chaque. Donc là, je vous explique les variations. Donc, la variation du nombre de personnes saines, c'est combien il y avait de personnes saines, par exemple, demain, moins combien il y en avait hier. Donc, c'est ça la variation. Si par exemple, initialement, il y avait 10 personnes, dont 2 personnes ont été infectées, donc il en reste 8. Donc, la variation, c'est 10 moins 2. Donc, la variation du nombre de personnes infectieuses, c'est pareil. C'est la variation entre les deux instants. Et la variation du nombre de personnes établies de la maladie, c'est la variation en deux instants. Donc T plus 1 et si T est en jour, T plus 1, ce n'est rien d'autre que le lendemain. Si T est en heure, T plus 1, ce n'est rien d'autre que l'heure d'après. Donc, si on appelle par exemple le coefficient bêta le taux d'infection, c'est-à-dire à quelle vitesse se propage la maladie, le taux d'infection de la maladie, et lambda, c'est la durée moyenne d'infection, c'est-à-dire quand on est malade de la maladie, au bout de combien de temps en moyenne on guérit ou on meurt. Mais nous, dans notre cas, on prend juste comme le modèle est dans un cadre simple, c'est-à-dire des personnes sont saines, infectieuses ou rétablies. Quand elles sont rétablies, elles intègrent la catégorie saine. Donc, si par exemple, pour guérir du coronavirus, on guérit chaque 4 jours, donc la durée moyenne d'infection c'est 4 jours. Du coup, ça signifie que en moyenne, un quart d'individus par jour guérissent ou meurent de la maladie. Donc, le taux d'infection de la maladie aussi est proportionnel au nombre de contacts entre les personnes saines et les personnes infectieuses. Donc, c'est ça le produit ST fois IT. Donc, en partant de ces principes, ça veut dire que la variation du nombre de personnes saines par jour, ce n'est rien d'autre que le coefficient ou le taux d'infection de la maladie
fois le nombre de contacts entre les personnes saines et les personnes infectieuses. Donc on voit bien que ce signe est négatif. Ça veut dire quoi? Que le nombre de personnes saines diminue au fur et à mesure qu'il y a des infections. La variation du nombre de personnes infectieuses n'est rien d'autre que les nouvelles personnes qui contractent la maladie, donc c'est bêta fois les personnes saines fois les personnes infectieuses, donc cette partie représente les nouvelles personnes qui contractent la maladie, moins les personnes qui sont rétablies de la maladie. C'est 1 sur lambda fois IT. 1 sur lambda, c'est en moyenne combien de personnes guérissent la maladie par jour. Et le nombre de personnes rétablies, c'est directement les personnes c'est-à-dire les personnes qui ont quitté le statut infectieux. Donc c'est 1 sur lambda fois IT. Maintenant, comment ça fonctionne? Précédemment, nos variations étaient exprimées en jours. Donc on voulait savoir l'évolution de la maladie, par exemple, entre le 1er avril et le 2 avril. Donc si on quitte la dimension temporelle jour et on se réfère aux heures, donc on veut savoir par exemple à chaque heure, à chaque minute ou même à chaque seconde comment évolue la maladie. C'est là interviennent les dérivés, c'est-à-dire une variation infinitésimale du temps. Donc c'est une limite en fait, donc la limite de la variation lorsque cette variation tend vers 0, c'est ça une dérivée. Donc plutôt d'avoir des deltas ici, des variations, donc si on tient compte des secondes, des jours, des heures, des secondes, on passe aux dérivés. Et c'est exactement les mêmes formules que précédemment, c'est juste que au lieu d'avoir delta S sur delta T, on a maintenant la dérivée de S par rapport à T, la dérivée de I par rapport à T et la dérivée de R par rapport à T. Donc on remarque que quand on additionne toutes ces dérivés là, donc ds par rapport à dt, di sur dt, dr sur dt, cette somme est nulle. Donc la nullité de cette somme nous explique qu'on est dans une hypothèse de stabilité de la population. C'est-à-dire on fait l'hypothèse que dans la période où il y a eu l'épidémie, il y a eu 0 naissance, 0 mort. C'est-à-dire la population ne varie pas. La population elle est constante. Donc vous voyez bien que c'est différent de la réalité. C'est pour cela un modèle c'est une simplification de la réalité. Donc pour le cas d'une épidémie, quels autres facteurs qu'on peut prendre en compte? Donc les facteurs qu'on peut prendre en compte, c'est ce qu'on appelle le taux de reproduction de base. Donc un taux de reproduction de base, c'est le nombre de personnes qu'une personne infectieuse peut contaminer en moyenne. Et quand on est atteint du coronavirus par exemple, les études récentes ont démontré qu'il n'y a pas de consensus. Il y a eu 12 équipes scientifiques qui sont parvenues à des conclusions entre 1,5 et 6 à 6,8. Donc ça veut dire quoi concrètement? Que en moyenne une personne peut contaminer soit 1,5 personnes ou 6,8 personnes. Donc c'est dans cet intervalle là. Lorsque le taux de reproduction de base est inférieur à 1, ça veut dire qu'on contamine moins d'une personne. À ces rythmes là, à long terme, l'épidémie se stabilise parce que le taux d'infection est très faible. Mais lorsque c'est supérieur à 1, donc ça veut dire qu'une personne peut contaminer une personne peut contaminer une personne. Donc au fur et à mesure, on tend vers une épidémie. Et même vers une pandémie. Je reviens sur cette dia pour vous expliquer en fait, par exemple, vous avez DI sur DT égale au nombre de personnes nouvellement infectées, moins le nombre de personnes qui sont guéries de la maladie. Donc ça c'est I' dt, donc c'est bien une dérivée. Et on sait comment on trouve les extrémums d'une fonction. Donc cette dérivée est nulle. Lorsque cette dérivée est nulle, la valeur qui correspond à t, c'est détermine le nombre de jours au bout duquel on a un pic de l'épidémie. C'est le maximum de la fonction en quelque sorte. Donc, vu qu'on a présenté le cadre du modèle, on va maintenant appliquer ça au cadre guinéen. Donc, c'est ce qui a été l'objectif principal de ma vidéo parce que l'Agence nationale de la santé, chaque jour, nous présente le nombre de personnes guéries, le nombre de personnes qui sont infectées, les nouvelles personnes, etc. Mais il n'y a pas d'analyse graphique qui montre l'évolution de l'épidémie. Par exemple, là, j'ai pris les données qui sont
présentes sur Wikipédia. Et même là, les données, il y en a qui manquaient de concordance. Donc, j'ai dû fouiller plusieurs sources avant d'avoir des données fiables. Donc là, la dimension temporelle, c'est du 12 mars 2020 au 11 avril 2020. Donc, en jaune, on voit le nombre de nouveaux cas positifs. Donc, le nombre de nouveaux cas positifs augmente légèrement à la hausse, là. Pendant que en rouge, on a les nouveaux cas. Donc, les nouveaux cas, initialement, ils étaient stables, mais à partir du 4 avril, on voit un pic là. On voit un saut avant que ça recommence à la baisse. Donc, elle évolue en dents de scie. En dents de scie, ça dit tantôt il n'y a pas de nouveaux cas où c'est moins faible et tantôt on a des grands écarts. Par exemple, ces derniers temps, il y a eu des jours, on a eu des 38 nouveaux cas, on a eu 20 nouveaux cas pendant que initialement on a mis une à 2 semaines avant d'avoir plus d'un cas. Et le nombre de personnes rétablies était initialement constant. Et là, vers le 6 avril, elle commence à décoller. Donc, au moment où j'ai arrêté ces graphiques, on était à 17 personnes rétablies. Donc, on voit bien que le nombre de cas positifs est supérieur évolue de façon exponentielle. Donc, une évolution exponentielle. Donc, elle est tout à fait croissante. Et l'objectif pour freiner l'épidémie, il faut que les nouveaux cas ralentissent. Donc la courbe rouge, il faut qu'elle ralentisse et qu'elle s'aplatisse. Maintenant, dans la diapo suivante, je vais vous montrer le cadre que je vous ai présenté, le modèle SIR. Et j'ai utilisé les données de l'épidémie guinéenne pour faire une simulation. Donc, comme vous l'avez compris, le modèle SIR dépend des paramètres bêta et lambda. Donc là, je me suis limité au cadre de Conakry. J'ai pris la population totale de Conakry. Le dernier recensement que j'ai trouvé sur internet, c'est en 2014 et ils m'ont donné 1 660 000. Donc au jour où je faisais la simulation, c'est-à-dire le 11 avril, on avait 250 cas 250 cas qui sont détectés, donc 250 cas positifs. Et on avait 17 personnes rétablies. Donc ça veut dire 250 moins 17, il reste 233 personnes qui étaient infectieuses de la maladie. Donc ça veut dire que la population saine, c'est bien le nombre de personnes infectieuses qui sont saines moins le nombre de personnes infectieuses. Et j'ai considéré que en moyenne on guérit du coronavirus en 8 jours. Donc j'ai regardé les données quand on voit le nombre de personnes rétablies. Chaque 8 jours ça a un bon. Et en moyenne, le taux d'infection, j'ai trouvé 0,375, c'est-à-dire je fais un calcul simple en prenant combien de personnes combien en moyenne une personne peut infecter. Voilà. Donc là, le temps zéro qui est là, c'est bien le 11 avril. Donc du 11 avril, j'ai fait une simulation sur 100 jours. Et on voit que la courbe rouge, c'est le nombre de personnes infectieuses, atteint son pic vers le 40e jour, donc dans plus d'un mois encore. Et ensuite, elle va se stabiliser. Donc, si le modèle il est correct, donc c'est plutôt une bonne chose. C'est-à-dire dans un mois, on va atteindre le pic et le modèle va commencer à stabiliser. Donc, en vert, c'est le nombre de personnes rétablies. Donc, le nombre de personnes rétablies va à la hausse. Et après le pic, elle tend vers le nombre total de la population. Donc, ça veut dire qu'on tend vers la fin de l'épidémie dans plus d'un mois. Donc là, en ordonnée, j'ai pris en proportion. Donc c'est pas, par exemple, j'ai pas représenté 1 660 000. Donc j'ai mis combien ça représente dans chaque catégorie en pourcentage. Voilà. Donc j'espère que vous avez un peu compris comment ça fonctionne un modèle SIR. Donc j'espère que vous avez compris à peu près comment ça marche un modèle SIR. Et je profite de l'occasion pour amener la jeunesse à s'intéresser aux données scientifiques, à tout ce qui est études économétrie, statistique, parce que c'est là l'avenir. Il y a des choses qu'on ne peut pas détecter à l'œil nul, il faut fouiller dedans, il faut faire des études, des tests statistiques. Et que les mathématiques, c'était pas seulement un truc, un large panel théorique, c'est d'abord des outils au service de la prise de décision. Je vous remercie, j'espère que je continue dans cette lancée à faire des vidéos, surtout en cette période de crise,
pour apporter mon aide à la continuité pédagogique parce que là, les écoles sont arrêtées et la- les professeurs sont encore silencieux. Il n'y a pas véritablement de mesures pour la continuité des cours. Merci, au revoir.